Le printemps des mathématiques. Un podcast en partenariat avec l'association Les Maths en Scène. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec l'association Les Maths en Scène, nous vous présentons ce podcast destiné à vous faire découvrir le festival Le Printemps des Mathématiques organisé par Les Maths en Scène. C'est cette saison la 9e édition et le festival se tiendra du 13 mars au 25 avril avec 2 journées spéciales ouvertes à tous les publics du 20 au 22 mars à Castanet-Tolosan. Et pour ce nouvel épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Aubin. Bonjour Jean-Baptiste Aubin. Bonjour. Alors je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes mathématicien, vous êtes aussi maître de conférences à l'INSA Lyon, l'Institut national des sciences appliquées. Vous y enseignez et menez des recherches au sein de l'Institut Camille Jordan, un laboratoire dédié aux mathématiques pures et appliquées. Vous êtes spécialiste des probabilités et surtout des statistiques. En dehors des amphithéâtres et des revues spécialisées, vous vous distinguez en tant que directeur scientifique de la Maison des mathématiques et de l'informatique à Lyon, où depuis des années, vous tentez de démystifier les mathématiques. Au sein de cette Maison des mathématiques et de l'informatique, vous organisez des expositions, des ateliers, des conférences. Parmi vos projets phares, il y a l'exposition et les spectacles Magimatique, où vous fusionnez à la rigueur scientifique et l'émerveillement. Vous êtes l'auteur aussi de plusieurs livres comme Comment être élu à tous les coups ou encore L'univers de Pi, le nombre mystérieux qui rend tout le monde dingue. C'est chez Helvétique, ça vient de sortir et vous l'avez écrit en collaboration avec Anita Lehmann et il est illustré par Jonas Sidre. Ce livre est à la croisée de l'histoire, de la philosophie, de la vulgarisation. On aura l'occasion d'en parler à l'occasion de notre entretien. Vous serez présent au Printemps des mathématiques. Avant de vous interroger sur cet événement, j'aimerais quand même savoir et que vous nous racontiez comment vous avez rencontré les mathématiques. La rencontre avec les mathématiques, pour moi, ça a été caractérisé par quelque chose de familial qui s'est produit quand j'étais très jeune, parce que mon père était passionné de maths et c'était un vecteur privilégié d'échange avec lui. Et ça s'est poursuivi tout au long de ma scolarité, comme ça. Je suis devenu un bon élève en mathématiques, on va dire. Et puis, quand on était un bon élève en mathématiques, mes parents trouvaient naturel que je poursuive dans la voie. Moi, ça m'allait bien, donc j'ai fait une classe prépa, j'ai fait une école d'ingénieur, et puis après, ça aboutit sur un doctorat en statistique, voilà. Et qu'est-ce qui vous a amené à la statistique et aussi à l'enseignement ? Alors ça, je suis pas sûr, je devrais le dire, mais disons que en prépa, je me suis rendu compte que la physique m'aimait autant que moi j'aimais la physique, c'est-à-dire pas trop. Et quand on est en classe prépa et que on se destine à être ingénieur et qu'on n'aime pas trop la physique, en fait, le choix est un peu restreint. Et en fait, grâce à un concours de circonstances, la vie, c'est comme ça, c'est des rencontres. J'avais une camarade de classe qui m'avait dit « Oh, j'ai trouvé un concours où il n'y a pas de physique ». Et c'était une école de statistique. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai passé ce concours. J'ai eu la chance d'être admis dans cette école de statistique et qu'après, la rencontre de nouveau avec des professeurs qui étaient particulièrement inspirants, m'a poussé à devenir moi-même professeur, voilà, enseignant-chercheur maintenant. D'accord. Et sur les statistiques, est-ce que vos recherches débouchent sur une application concrète ou est-ce que ça reste théorique ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Là aussi, oui, j'ai pas mal voyagé. Dans les statistiques, j'ai commencé par une thèse à Jussieu, donc l'université qui s'appelait à l'époque l'université Pierre et Marie Curie, avec un professeur, Denis Bosc pour ne pas le citer, qui était un mathématicien hors pair, un statisticien hors pair, et qui produisait des résultats théoriques magnifiques, mais qui, il est vrai, ces résultats étaient assez difficiles à appliquer en pratique. Et depuis lors, depuis la fin de ma thèse, moi, je me suis plutôt évertué à essayer de trouver des idées, des outils statistiques qui soient applicables dans la vie courante. Et ça m'a amené aujourd'hui à être en train de développer des outils qui s'appliquent directement, puisque l'objet de mes recherches en ce moment, c'est d'essayer de décrire d'une façon mathématique les élections. Alors comme ça peut sembler assez loin des statistiques, même si étymologiquement, statistique, ça vient de status, l'état.
Donc, quoi de plus status qu'une élection, mais voilà. Et en fait, on trouve et il y a plein de choses à dire mathématiquement sur les élections. Et donc, moi, c'est un peu ma contribution aux statistiques. Ouais, vous avez d'ailleurs écrit un livre, Comment être élu à tous les coups. Est-ce que, ça c'est une question que je me pose, enfin je me pose à l'instant en vous écoutant, est-ce que quand on fait de la recherche en maths, il y a une place pour l'aléatoire et l'incertitude? Quand on pense aux maths, on pense tout de suite à quelque chose d'assez rigide. Bon, j'imagine qu'on se Oui, trompe, oui. mais voilà, est-ce qu'il y a de la place pour l'aléatoire et l'incertitude quand on fait des maths Et, et des et statistiques? ben ouais, mais pendant très 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 longtemps, quasiment toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas eu de place pour l'incertitude. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez rigolo aujourd'hui quand on regarde en arrière. Par exemple, les Grecs, qui ont été les premiers à avoir des résultats fantastiques, hein, on continue à enseigner le théorème de Thalès ou celui de Pythagore en géométrie, en théorie des nombres. Eh bien, il n'y avait rien en probabilité. C'est-à-dire que pour eux, oui, le hasard sortait complètement des mathématiques. Et encore aujourd'hui, on a gardé cette idée. D'ailleurs, c'était Laplace qui disait le hasard, c'est juste une mesure de notre ignorance. C'est-à-dire que le hasard, l'aléatoire, c'est vu comme quelque chose de pas du tout mathématique. Force est de constater qu'aujourd'hui, on a complètement changé notre vision sur le hasard. Et alors, c'est vrai dans le monde concret, parce que quand on pense par exemple à la mécanique quantique, eh bien, il y a Einstein, même si ça lui plaisait pas trop, et tous les autres physiciens de l'époque, qui ont montré que le hasard, eh ben, ça fait vraiment partie de la matière, intrinsèquement, jusqu'à la prochaine révolution scientifique, où peut-être on changera d'avis. Mais en tout cas, le hasard, il fait partie du monde, intrinsèquement, et en mathématiques, eh bien, on a justement une branche et même plusieurs branches qui s'intéressent à comment est-ce qu'on peut traiter ce hasard, et c'est les statistiques et les probabilités. Et étrangement, c'est pas moins rigoureux que les autres branches des mathématiques. Voilà, simplement, c'est plus inattendu et moi, ça me plaît bien. Voilà. D'accord, ouais. Alors je le disais tout à l'heure, vous allez participer au printemps des mathématiques. Ce sera l'occasion pour vous d'animer un atelier. On en parlera tout à l'heure autour de la magie et de votre spectacle magimatique. Mais avant cela, je crois savoir que vous allez aussi présenter votre dernier livre qui vient d'être publié en février, là, L'univers de Pi. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Alors vous n'êtes pas tout seul, hein, je l'ai dit tout à l'heure, il y a Anita Léman aussi qui a contribué à la rédaction de ce livre. Vous parlez de pi comme infini, irrationnel et magique. Qu'est-ce qui vous captive le plus dans ce chiffre et encore une fois, pourquoi avoir écrit un livre sur pi? C'est comme toute l'histoire de ma vie, quoi. C'est bêtement des rencontres. Et une nouvelle fois, en fait, c'est assez marrant de lier la magie à pi, parce que a priori, ça n'a aucun rapport. Pour moi, ça en a un, parce qu'il se trouvait que je donnais un spectacle de magie dans un théâtre à Paris il y a maintenant 2 ans et demi. Et je l'avais donc annoncé à mes amis sur les réseaux sociaux. Et donc Anita, par hasard, passait sur Paris et elle est venue me voir au spectacle. Et à la sortie du spectacle, devant un verre, elle m'a dit écoute, ça pourrait être bien qu'on fasse une BD ensemble, parce que Anita, elle est autrice de bande dessinée pour enfants. Et ce projet qui était un peu fou, parce que moi, je me destinais pas trop à parler comme ça à des enfants. Moi, mes élèves, c'est des étudiants et des étudiantes qui ont 20 ans. Et c'est vrai que je suis pas forcément euh, plus qu'un autre en capacité à rendre attrayant les mathématiques pour les enfants ou les Ouais, jeunes adolescents. ouais. Bon. Et Anita, avec son savoir-faire, a réussi à écrire avec moi cette bande dessinée qui, je trouve, est accessible, voilà, dès 9-10 ans, et qui raconte des maths que moi j'ai essayé de rendre le plus rigoureuse possible, Mhm. mais avec toujours cet aspect, ce pas de côté, cet humour qui la caractérise et qui fait que j'ai l'impression que oui, on a réussi notre pari et on a réussi à parler mathématiques à des adolescents ou à quiconque en fait ne serait pas particulièrement enclin à vouloir entendre des mathématiques. Voilà. D'accord. Et c'est un livre que vous présenterez donc à l'occasion donc de votre présence au printemps des mathématiques. À l'occasion toujours de cet événement, vous allez aussi animer un atelier. Alors ça, c'est quelque chose que vous maîtrisez puisque c'est autour de la magie. Là aussi, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots de ce Mhm. spectacle conférence autour des mathématiques et de la magie que vous avez intitulé Magimatique?
En fait, lorsque je suis arrivé à Lyon, il y a une initiative que je trouve fantastique de mes collègues enseignants-chercheurs de l'époque, qui était d'avoir créé une petite exposition itinérante, même une grande exposition itinérante, qui allait comme ça de collège en collège, de lycée en lycée, pour essayer de rendre les mathématiques un petit peu ludiques et puis de permettre à des collégiens et des lycéens de rencontrer des chercheurs et des chercheuses en mathématiques. Donc je participais à cette exposition de temps en temps et puis au bout d'un moment, quand on a toujours les mêmes attractions à présenter, bon, moi je commençais à ennuyer, donc comme ça m'intéressait, j'ai présenté un petit peu 2-3 curiosités mathématiques qui pouvaient prendre la forme de tours de magie. Et je me suis rendu compte que j'avais pas mal de succès parce que qu'on le veuille ou non, les mathématiques, on le sait tous, hein, ça déclenche chez nous des émotions qui sont plus ou moins différentes. Et pour certaines personnes, dès qu'on dit le mot mathématique, il y en a qui se referment. Et après, c'est très difficile de faire passer des messages, de communiquer, d'échanger. Alors que quand on présente un tour de magie, tout de suite, l'approche est différente et on peut très bien parler mathématiques au travers de la magie, échanger même avec des personnes qui, a priori, se disent nulles en maths, ce qui est au passage la plupart du temps complètement faux, parce que j'ai trouvé des personnes avec des intelligences brillantes qui se disaient nulles en maths. Et alors, ça va se passer quand, cet atelier ? Alors cet atelier, ce sera ouvert pour les scolaires jeudi et vendredi. Le mercredi, j'aurai formé quelques enseignants en mathématiques dans les Pyrénées. Et puis le samedi, ce sera ouvert au grand public. Et puis à ce moment-là, quiconque passe dans le coin pourra venir faire de la magie avec moi si Est-ce qu'il y ça a, tente. est-ce qu'il y a un tour en particulier ? Alors, je ne sais pas si on peut dire tour d'ailleurs, un tour en particulier qui vous tient à cœur et que vous aimez bien faire par rapport aux autres ? Bon, alors moi, je suis très très malhabile avec mes mains, donc je suis un peu limité. Mais par contre, il y a des tours que j'aime bien faire, qui sont des tours un petit peu de mentaliste, par exemple, grâce aux propriétés du chiffre 9 que je trouve fantastique. Eh bien, on peut comme ça faire des tours de télépathie ou alors faire des multiplications de tête par 142 857. Bon, ça c'est plutôt lié à 7. Mais enfin, bon, voilà, il y a plein de choses avec les chiffres qui sont inattendues et qui nous confèrent des super pouvoirs ponctuellement le temps qu'on explique. Et puis ce que j'aime bien avec ça, c'est que même quand on explique après, pour moi, ça reste magique parce que réussir à faire des choses inattendues grâce aux mathématiques, pour moi, c'est magique, quoi. Ouais. Merci beaucoup Jean-Baptiste Aubin. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'INSA à Lyon et que vous serez donc au printemps des mathématiques avec 2 journées spéciales ouvertes à tous les 20 et 22 mars à Castanet-Tolosan. Merci beaucoup Jean-Baptiste Aubin. Merci à vous. C'était Jean-Baptiste Aubin. Si vous voulez en savoir davantage sur le programme du printemps des mathématiques organisé par Les Maths en Scène, rendez-vous sur le site de l'association lesmathensscène.fr ou sur le site de Radio de l'Ers à la page dédiée à cette série d'interviews. Vous pourrez y écouter nos précédents podcasts et télécharger le programme du festival. Je vous rappelle que le générique de ce podcast a été généré par une intelligence artificielle. Vous pouvez retrouver notre podcast sur toutes les plateformes telles que Podcast Addict, Spotify, Deezer, Apple Podcast et j'en passe, mais aussi sur notre chaîne YouTube et bien sûr sur le site de radiodelers.fr. Dans le prochain numéro de ce podcast, nous ferons connaissance avec Chloé Brault, qui est chercheuse spécialisée en traitement automatique des langues, un domaine qui combine des compétences en informatique, en linguistique et en mathématiques appliquées. Elle fait notamment partie de l'ANITI, qui est un institut interdisciplinaire dédié à l'intelligence artificielle labellisé en 2019 dans le cadre du programme national français 3IA. Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle. L'ANITI est basé à Toulouse. Il regroupe plus de 200 chercheurs issus de laboratoires académiques et une trentaine d'entreprises. Son ambition est de positionner Toulouse comme un leader mondial en intelligence artificielle en développant une intelligence artificielle hybride. Voilà, c'est passionnant et nous en parlerons avec Chloé Brault dans le prochain épisode.